Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une histoire d'un soir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire le chapitre 5 de Peter Pan. Je vous propose de vous installer confortablement, de fermer vos yeux si vous le souhaitez et de commencer cette lecture avec donc le chapitre 5, l'île pour de vrai. Sentant que Peter serait bientôt de retour, l'île s'avait remis à vivre. Certes, il serait plus correct de dire qu'elle s'était remise à vivre, mais avoir est plus actif, et Peter avait un faible pour cet auxiliaire. Ordinairement, la vie sur l'île s'écoule tranquillement pendant ses absences. Les fées allongent leur grasse matinée d'1 heure. Les animaux s'occupent de leurs petits. Les peaux rouges festoient copieusement pendant 6 jours et 6 nuits. Et si les pirates viennent à rencontrer les garçons perdus, les uns se contentent de mordre les pouces aux autres et réciproquement. Mais à l'arrivée de Peter, qui est l'apathie, tout le monde reprend le collier. Si maintenant vous collez votre oreille contre le sol, vous entendez toute l'île bouillonner de vie. Ce soir-là, les principales forces de l'île étaient disposées comme suit. Les garçons perdus étaient à la recherche de Peter. Les pirates à la recherche des garçons perdus. Les peaux rouges cherchaient les pirates, et les bêtes sauvages les peaux rouges. Tous tournaient autour de l'île, mais sans jamais se rencontrer, car ils se déplaçaient à la même allure. Tous voulaient du sang, sauf les garçons, à qui cela ne déplaisait pas d'ordinaire, mais qui, ce soir-là, attendaient leur capitaine. Le nombre des garçons vivant dans l'île peut varier, évidemment, selon qu'il leur arrive d'être tués, ou bien d'autres choses, dès qu'ils semblent avoir grandi, ce qui est contraire au règlement. Peter les supprime. Actuellement, ils sont 6, en comptant les jumeaux pour une paire. Faisons semblant de nous cacher entre les plants de canne à sucre et regardons-les se glisser furtivement, l'un derrière l'autre, la main sur le manche de leur poignard. Peter leur interdit de chercher à lui ressembler. Aussi portent-ils des peaux d'ours qu'ils ont tués de leurs propres mains, si bien qu'ils sont tout ronds et pelucheux, et qu'ils roulent quand ils tombent. Cela leur a du moins appris à avoir le pied sûr. Celui qui marche en tête, c'est la guigne, non le moins hardi, mais le plus malchanceux de toute cette noble équipe. Il a manqué bon nombre d'aventures, car les grands moments surviennent toujours quand il a le dos tourné. Par exemple, tout est calme, la guigne en profite pour aller ramasser du bois sec. Quand il revient, les camarades en sont déjà à nettoyer les dernières traces de sang. Cette constante déveine a laissé sur son visage un air de mélancolie, mais au lieu de lui aigrir le caractère, elle l'a rendu plus doux, et c'est certainement le plus modeste des garçons. Pauvre la guigne, cette nuit, il y a du danger dans l'air pour toi. Ne te laisse pas entraîner dans une aventure qui pourrait te plonger dans l'affliction la plus profonde. Sache, la guigne, que la fée Clochette, résolue à commettre un méfait, recherche l'instrument de sa vengeance, et qu'elle te considère comme le plus facile à tromper des garçons. Prends garde à Clochette. Plus haut ciel qu'il pût nous entendre, malheureusement, nous ne sommes pas réellement dans l'île, et la guigne passe son chemin, en se rongeant les doigts. Ensuite vient Ponzig, débonnaire et plein d'entrain, suivi de la plume qui taille des sifflets dans les bois et danse
avec extase sur ses propres airs. C'est le plus vaniteux de tous les garçons. Il croit avoir gardé des souvenirs du temps où il n'était pas encore perdu, et des us et coutumes de là-bas, ce qui a donné à son nez une pointe agressive. Le frisé arrive le quatrième. Il a dû si souvent se dénoncer, quand Peter commande sévèrement, celui qui a fait ça, un pas en avant, qu'à présent il s'avance machinalement, fautif ou pas. Enfin viennent les jumeaux, impossible à décrire car nous sommes sûrs de nous tromper et de décrire l'un en parlant de l'autre. Peter n'a jamais su ce qu'étaient des jumeaux, et comme la bande n'a pas le droit de savoir des choses que lui-même ignore, les jumeaux n'ont qu'une vague idée de ce qu'ils sont et s'efforcent de donner satisfaction en se tenant l'un contre l'autre d'un air qui implore le pardon. Les garçons s'évanouissent dans l'ombre, et au bout d'un moment, mais d'un moment très court car tout va très vite dans l'île, surviennent les pirates à l'affût. On les entend avant de les voir, car ils chantent toujours les mêmes horribles refrains. L'artillerie, oh yo, oh is oh, nous allons piratons, et si un coup de feu nous sépare, nous sommes sûrs de nous trouver réunis en enfer. Oncle ne se vit plus affreuse brochette de lascar pendouillant au gibet, précédant les autres de quelques pas, la tête ballant de ci, de là, à l'écoute du sol, des pièces de oui en guise de boucles d'oreilles. Ses grands bras nus, voici le bel Italien, Secco, qui inscrivit son nom en lettres de sang sur le dos du gouverneur de la prison de Gao. Ce géant noir qui le suit a reçu plus d'un nom depuis qu'il a renoncé à celui dont se servent encore les mères africaines pour effrayer leurs enfants, sur les rives du Kijomo. Et voilà Bill le truand, pas un pouce dans son corps qui ne soit tatoué. Ce même Bill le truand, qui, sur le Walrus, reçut 6 douzaines de coups de verge des mains de Flint, avant de lui céder son sac de lingots. Voici encore Cookson, le soi-disant frère de Black Murphy, mais le fait n'a jamais été prouvé. Et maître Starkey, jadis concierge d'un collège privé, est toujours délicat dans sa façon de donner la mort. Et Œil de Bœuf et Smee, le maître d'équipage irlandais, homme d'un génie bizarre qui poignarde pour ainsi dire sans offense, et se trouve être le seul non-conformiste de la bande accrochée, et plat de nouilles, qui a les mains sans devant derrière, et Robert Mullins, et Alf Mason, et maint autre écumeur de sinistre renommée de la mer des Antilles. Au milieu d'eux, le plus noir et le plus gros joyau de ce sombre écrin, voici enfin Jacques Crochet, le seul homme, dit-on, qu'ait jamais craint le cuistot des mers. Il se prélasse allongé dans un vulgaire chariot, tiré et poussé par ces hommes qu'il haquillonne de temps à autre avec son terrible harpon. Ce redoutable individu traite ses comparses comme des chiens, et comme des chiens, ils lui obéissent. Il a le teint de bistre d'un cadavre enfumé, et frise ses cheveux en longues boucles qui, de loin, ressemblent à des chandelles noires, et donnent un air sinistre à sa noble physionomie. Ses yeux sont teintés d'un bleu de myosotis et de profonde mélancolie, sauf quand il vous plonge son crochet dans le corps et que s'allument au fond de ses prunelles 2 horribles lueurs rouges. D'ailleurs, d'allure racée, un air de grand seigneur est resté collé à sa personne, air dont il ne se départit jamais, même pour vous crocheter la panse de sa griffe,
et je me suis laissé dire que ses talents de conteur sont fort prisés. D'autant plus courtois que ses intentions sont sinistres, ce qui est une preuve authentique de son savoir-vivre. Il soigne sa diction, lors même qu'il profère des jurons. Bref, la distinction de ses manières témoigne à l'évidence qu'il n'est pas sorti du même tonneau que le reste de l'équipage. D'un courage indomptable, la seule chose qui l'effarouche est la vue de son propre sang, qui est épais et d'une couleur insolite. Dans sa façon de se vêtir, il singe la mode du temps de Charles II. Quelqu'un ayant fait remarquer, alors qu'il débutait dans la carrière, qu'il ressemblait étrangement aux infortunés Stuart. À la bouche, il a un ingénieux fume-cigare de sa fabrication, qui lui permet de fumer 2 cigares à la fois. Mais sans conteste, la partie la plus rébarbative de sa personne, c'est son crochet de fer. Et maintenant, pour illustrer les méthodes de cet homme, tuons un pirate. Œil de bœuf fera l'affaire, tandis que le pirate passe. Œil de bœuf bouscule malencontreusement son capitaine et froisse sa fraise de dentelle. Le crochet part comme une flèche. Bruit de déchirure, cri, un seul. Du pied, on écarte le corps, et les pirates poursuivent leur chemin. Crochet n'a pas même ôté les cigares de sa bouche. Tel est le terrible adversaire que doit affronter Peter Pan. Lequel des deux sera vainqueur? Dans la foulée des pirates, suivant un pas de loup le sentier de la guerre invisible aux yeux inexpérimentés, viennent les peaux rouges, chacun ouvrant l'œil. Ils ont des tomahawks et des couteaux, et leurs corps nus luisent de peinture et d'huile. À leur ceinture pendent des scalps, aussi bien de garçons que de pirates, car ceux-là sont la tribu des Picanini, qu'il ne faut pas confondre avec les Delaware ou les Hurons, au cœur plus tendre, à l'avant-garde et aux 4 pattes, marche grande, grosse, petite panthère, guerrière détenteur de tant de scalps, que dans sa posture présente, il l'empêche presque d'avancer. Fermant la marche, poste périlleux entre tous, se dresse fièrement, litigrée, princesse de par sa propre volonté. Une vraie princesse, la Diane des Dianes brunes, et la belle des Picanini. Tour à tour coquette, glaciale et ardente, elle n'est pas un guerrier qui ne souhaite épouser cette rebelle, mais elle évite l'autel à coups de hachette. Observez qu'ils foulent les brindilles sèches sans faire le moindre bruit. On entend seulement leur forte respiration. Le fait est qu'ils sont un peu gras après leur copieux festin, mais avec le temps, ils élimineront cette graisse superflue qui, pour l'instant, est le seul danger qui les menace. Les peaux rouges disparaissent, comme ils sont venus, telles des ombres, et bientôt leur succèdent les bêtes sauvages, en une longue procession bigarrée, lions, tigres, ours et les innombrables choses sauvages, de moindre taille, qui fuient à leur approche, car chaque espèce, et plus particulièrement tous les mangeurs d'hommes, vivent joue contre mâchoire sur cette île bien heureuse. Ils tirent la langue, ils ont faim cette nuit. Fermant le banc, vient enfin le tout dernier personnage, le crocodile géant. Tout à l'heure nous saurons qui il pourchasse. Le crocodile passe, mais bientôt les garçons réapparaissent, car le défilé peut continuer indéfiniment, à moins qu'une des équipes s'arrête ou change de vitesse, et alors c'est la mêlée. Tous ont leur
regard tendu en avant, mais aucun ne soupçonne que le danger pourrait surgir par derrière. Ce qui prouve combien cette île est bien réelle. Les premiers à sortir de ce cercle mouvant, furent les garçons. Ils s'avalèrent dans l'herbe, près de leur demeure souterraine. Comme j'aimerais que Peter soit de retour, dirent-ils nerveusement. En dépit du fait qu'en hauteur et encore plus en largeur, ils surpassaient leur capitaine. Je suis le seul à ne pas avoir peur des pirates, dit la plume, de ce ton qui nuisait tant à sa popularité. Il dut entendre au loin quelques bruits alarmants, car il ajouta à la hâte. Mais je souhaite que Peter revienne vite et nous dise s'il en a appris davantage au sujet de Cendrillon. Ils parlèrent de Cendrillon. La guigne était persuadée que sa mère avait dû beaucoup lui ressembler. Ce n'est qu'en l'absence de Peter qu'il se risquait à parler de mère, le capitaine ayant banni de la conversation ce sujet, selon lui stupide. Tout ce que je me rappelle de ma mère, raconte Bonzig, c'est qu'elle disait souvent à mon père « Oh, si je pouvais avoir un carnet de chèques à moi !» Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais tant en offrir un à ma mère. Tout en bavardant, ils perçurent un bruit dans le lointain. Vous ou moi, n'appartenant pas à la faune de ces bois, n'aurions rien entendu, mais eux reconnurent aussitôt le chant sinistre des écumeurs de mer. Le pavillon à tête de mort, la belle vie, une corde de chanvre, et l'on va boire la grande tasse. En un clin d'œil, les garçons, mais où sont donc-ils? Ils ne sont plus là, des lapins n'auraient pas d'étaler plus vite. Je vais vous dire où ils sont passés, à l'exception de Bonzig, parti comme une flèche en reconnaissance. Les voici tous dans leur maison souterraine. Une bien agréable résidence que nous visiterons prochainement. Mais par où sont-ils passés? Car il n'y a pas d'entrée visible, si ce n'est un tas de broussailles qui, si on les déplaçait, révélerait le seuil d'une grotte. Regardez mieux, et vous remarquerez alors ces 7 gros arbres, au tronc creux. Ce sont les 7 passages qui mènent les garçons à leur maison sous terre. Il y a des lunes que Crochet la cherche en vain. Va-t-il la découvrir cette nuit? Comme les pirates approchaient, l'œil vif de Starkey aperçut Bonzinc qui disparaissait dans les bois. Aussitôt son pistolet flamboya, mais une griffe de fer lui agrippa l'épaule. « Lâchez-moi, capitaine !» s'écria-t-il frémissant. Pour la première fois, nous allons entendre la voix de Crochet. C'est une voix d'outre-tombe. « Rengaine d'abord ton pistolet, dit-elle menaçante. C'est un de ces garçons que vous détestez, j'aurais pu le tuer. Oui, et le bruit aurait rabattu sur nous les peaux rouges de l'itigré. As-tu envie de perdre tes cheveux? Voulez-vous que je lui cours après et que je lui chatouille les côtes avec Jean-Tire-Bouchon? Proposa le pathétique Smee. Smee baptisait chaque chose d'un nom amusant. Jean-Tire-Bouchon désignait son coutelas, qu'il avait l'habitude de vous tortiller dans la plaie. Smee avait un côté adorable. Par exemple, après un meurtre, c'était ses lunettes qu'il essuya à la place de son poignard. Jean est un gars qui ne fait pas de bruit, rappela-t-il à Crochet. Pas maintenant, Smee, dit le capitaine. L'air sombre. Il est tout seul, et moi je les veux tous les 7. Dispersez-vous et trouvez-les. Les pirates disparurent derrière les arbres, laissant Smee en compagnie de leur capitaine. Crochet poussa un grand soupir. Était-ce la tranquille beauté de la nuit
qui lui inspira le désir de confier l'histoire de sa vie à son fidèle maître d'équipage. Il parla longtemps, avec ferveur mais de quoi au juste. Smee, cet esprit borné, n'en avait pas la moindre idée. Il ne retint qu'un mot, Peter. Surtout, disait Crochet avec rage, je veux leur capitaine, Peter Pan. C'est lui qui m'a coupé la main. Il brandit son crochet de façon menaçante. J'attends depuis longtemps le moment où je lui donnerai une poignée de ma main avec ça. Oh, je le déchirerai. Pourtant, dit Smee, je vous ai entendu bien souvent dire que ce crochet fallait 10 paires de mains pour se démêler les cheveux et autres usages domestiques. Sûrement, répondit le capitaine, et si j'étais une mère, je ferais des vœux pour que mon enfant naisse avec ceci à la place de cela. Et il adressa un regard plein de fierté à sa main de fer et un plein de mépris à l'autre. Puis il se renfrogna de nouveau. Peter a jeté mon bras à un crocodile qui passait par là, dit-il en grimaçant à ce souvenir. J'ai souvent été frappé par votre étrange terreur des crocodiles, dit Smee. Non pas des crocodiles, corrigea Crochet, mais de ce crocodile. Il baissa la voix. Mon bras lui a tellement plu, Smee, que depuis ce jour-là, il me poursuit de mer en mer, de pays en pays, se bourre les champs les babines, à l'idée de manger le reste. En un sens, dit Smee, c'est plutôt flatteur. Je me passe de pareils compliments, aboya Crochet. Ce que je veux, c'est Peter. C'est lui qui a donné à cette brute ce goût pervers. Il s'assit sur un énorme champignon et reprit avec frisson dans la voix. Smee, ce crocodile, m'aurait eu depuis longtemps s'il n'avait, par bonheur pour moi, avalé un réveil matin qui faisait tic-tac dans son ventre. Ainsi, avant qu'il ait pu me rejoindre, je reconnais le tic-tac et je file. Il rit, mais son rire sonnait faux. Un jour, dit Smee, le réveil va s'arrêter. Et alors, pauvre de vous, Crochet s'humecta les lèvres. Oui, dit-il, c'est l'angoisse qui m'obsède. Depuis qu'il s'était assis, il trouvait qu'il avait anormalement chaud. Smee, dit-il, ce siège est brûlant. Il bondit. Marabout de ficelle de cheval, je grille. Tous deux examinèrent le champignon, qui était d'une taille et d'une solidité inconnues dans la région. Ils essayèrent de l'arracher, et il se détacha sans résistance, car il était dépourvu de racines. Plus inouï encore, de la fumée commença à s'élever du pied. Les pirates se regardèrent l'un l'autre. Une cheminée, s'exclamèrent-ils à l'unisson. Ils venaient en effet de découvrir la cheminée de la maison souterraine. Les garçons avaient l'habitude de la couvrir de ce champignon quand des ennemis se trouvaient dans les parages. Il ne s'en échappa pas seulement de la fumée, mais aussi des voix d'enfants, car les garçons se sentaient bien à l'abri dans leur retraite et bavardaient avec entrain. Les pirates écoutèrent la mine sinistre, puis remplacèrent le champignon. Ils regardèrent autour d'eux et remarquèrent les 7 arbres au tronc creux. Ils ont dit que Peter Pan n'était pas là, vous avez entendu, chuchota Smee, en agitant son gentil bouchon. Crochet hocha la tête. Il réfléchit, puis un sourire crispé éclaira son visage basané. Smee n'attendait que cela. Quel est votre plan, capitaine demanda-t-il impatient. On retourne bateau, répondit lentement Crochet entre ses dents, et on fait cuire un énorme gâteau d'une belle épaisseur avec du sucre vert dessus. Il ne doit y avoir qu'une seule pièce là-dessous, puisqu'il n'y a qu'une seule cheminée. Ces taubes stupides n'ont pas assez de cervelle pour se rendre compte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une porte par personne. On voit bien qu'ils n'ont pas de mère.
Nous laisserons le gâteau sur la plage de la lagune aux sirènes. Ils vont souvent nager par là et jouer avec les sirènes. Quand ils trouveront le gâteau, ils l'avaleront gloutonnement. Comme ils n'ont pas de mère, ils ne savent pas que c'est terriblement dangereux de manger un gâteau aussi riche et moelleux. Il éclata de rire, et son rire sonna franc cette fois. Ah ah, ils mourront. Smee avait écouté avec une admiration croissante. C'est le stratagème le plus méchamment ingénieux qu'on ait jamais inventé, s'exclama-t-il, et de joie, tous deux se mirent à danser et chanter. L'artillerie, quand je parais, il crève de peur, il ne vous reste plus que de chair sur les os, quand Crochet vous a serré la main. Il entonna le refrain, quand un bruit les arrêta soudain. Oh, un tout petit bruit qu'une feuille aurait suffi à étouffer, mais qui devenait plus distinct à mesure qu'il se rapprochait. Tic, tac, tic, tac. Crochet, un pied encore en l'air, se mit à trembler. Le crocodile, souffla-t-il, et il décampa, suivi de son maître d'équipage. C'était bien le crocodile. Il avait dépassé les peaux rouges, qui suivaient maintenant les pirates, et lui-même cherchait Crochet. Les garçons émergèrent à nouveau de leur souterrain, croyant le danger passé. Ils se trompaient. Bientôt Bonzig surgit en trombe au milieu d'eux, poursuivi par une meute hurlante de loups, dont la langue pendait horriblement. Au secours, cria-t-il en s'effondrant dans l'herbe. Que faire crièrent les autres. En ce moment dramatique, toutes les pensées se tournèrent vers Peter Pan, ce qui n'était pas un mince hommage. Que ferait Peter cria le cœur des garçons affolés, et ils s'enchaînèrent aussitôt. Il les regarderait, la tête entre les jambes. C'est en effet le plus sûr moyen d'affronter des loups, et tout comme un seul homme, se plièrent en deux et regardèrent entre leurs jambes écartées. La minute suivante fut la plus critique, mais la victoire ne se fit pas attendre. Les garçons marchèrent à reculons sur la meute, dans cette attitude menaçante, et les loups s'enfuirent la queue basse. Alors Bonzig se releva, et ses compagnons crurent qu'ils voyaient encore des loups. Non, ils voyaient autre chose. Quelque chose de plus extraordinaire encore, s'écria-t-il, tandis que les autres l'entouraient jalousement. Je vois un grand oiseau blanc. Il vole vers nous. Quel genre d'oiseau? Je ne sais pas, dit Bonzig, stupéfait, mais il semble épuisé. Et à chaque coup d'aile, il gémit. Pauvre Wendy, pauvre Wendy. Je me souviens, dit aussitôt la plume, qu'il existe des oiseaux qu'on appelle des Wendy. Regardez, il approche, cria la frisée, en pointant le doigt vers Wendy dans le ciel. Wendy arrivait au-dessus de leur tête, et tous percevaient maintenant son cri plaintif. Mais ils distinguaient mieux encore la voix perçante de Clochette. La jalouse petite fée ne déguisait plus sa haine et attaquait sa victime de tous côtés, à coups de pinceau cruels. Bonjour, Clo, fit le garçon étonné. La réponse de Clo vibra dans l'air. Peter vous ordonne de tuer le Wendy. Les garçons avaient l'habitude d'obéir à leur chef sans poser de questions. Exécutons les ordres, dirent-ils naïvement. Vite, nos arcs, nos flèches. Tous se faufilèrent dans leur tronc d'arbre, sauf la guigne, qui avait sur lui son arc et sa flèche, et remarqua Clo se frottait les mains. Vite la guigne, cria la fée, vite. Peter serait si content. Tout frémissant, la guigne ajusta sa flèche. Égare-toi, Clo, recommanda-t-il. L'instant d'après, Wendy s'abattait sur le sol, une flèche plantée dans sa poitrine. Et voilà pour ce chapitre qui se termine sur un cliffhanger. J'espère que ce chapitre vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous relaxer.
Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous on se retrouve à la prochaine lecture.